Léa, chapitre 9, Retrouvailles. Un chapitre écrit par Marilyn Stellini. Léa n'avait jamais autant marché de sa vie. Elle prenait conscience en ces circonstances, plus que jamais, qu'elle était bien une fille de la mer, et qu'il n'y avait que lorsqu'elle tanguait sous l'effet de la houle qu'elle se sentait pleinement vivante. Cet endroit nouveau, dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence, était beau et fascinant, mais elle en avait assez. On avait placé sur ses épaules la responsabilité de l'avenir de plusieurs peuples et de tout un monde, et elle avait foncé tête baissée parce qu'on lui avait assuré que son père était en vie, sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Tout son être était passé en mode survie depuis qu'elle s'était réveillée sur cette plage étrange. Possédant un esprit pratique, elle faisait ce qui s'imposait, laissant ses émotions au second plan. Toutefois, marcher sans relâche pousse à l'introspection. Au début, les 4 compagnons avaient beaucoup échangé. C'était la première fois qu'Azam avait l'occasion de converser avec un Zorg par le biais de l'élu, heureuse de faire l'intermédiaire. Les 2 jeunes hommes avaient de leur côté appris à faire connaissance, et leur attitude de coqs rivaux commençait à laisser place à une certaine forme de bonne entente. Mais au bout d'un moment, le silence s'était instauré, et chacun s'était retiré dans ses pensées. La cité de Wargok le Cruel se rapprochait, et même si chacun réprimait son angoisse, celle-ci restait palpable. Certes, le moment venu, une centaine de redoutables chiens dragons, un valeureux maître de l'air et un patrouilleur courageux feraient front avec Léa contre le tyran et ses armées. Mais ferait-il vraiment le poids? En tant qu'élue, c'était à elle de se débrouiller pour trouver le moyen de renverser le monarque sanguinaire. Les êtres de ce monde étaient superstitieux et leur foi dans les prophéties solidement ancrée. Elle vaincrait, c'était écrit. Elle avait envie de rire et pleurer à la fois. Les épreuves qu'elle et ses compagnons avaient déjà traversées l'avaient en quelque sorte révélée à elle-même. Jamais Léa ne se serait crue si forte et si résiliente dans l'adversité. Mais de là à vaincre le Cruel et son armée, Léa ne pouvait pas faire part de ses doutes à ses amis. Elle se sentait plus seule que jamais. Pour le moment, le plan était de se faufiler dans les geôles de la forteresse Arkaros, la cité de Wargok, et de libérer son père. C'était tout ce qui comptait pour Léa. Les 2 soleils étaient en train de disparaître derrière l'immense chaîne de montagnes qui découpait l'horizon. « Une nouvelle nuit sur le sol, et mon dos va être en compote pour la vie », se plaignit la jeune fille. La petite troupe s'était réfugiée dans la forêt pour les 4 heures d'obscurité à venir. Léa était épuisée, mais elle tentait de rester optimiste et forte. « Les guérisseurs m'ont confié ça », annonça Seth avec contentement, en brandissant des tissus chamarrés et soyeux, très fins mais visiblement robustes. Il noua une extrémité à un tronc d'arbre efflanqué mais résistant, et l'autre à une branche solide. « Ah, Mac !» s'exclama Léa avec soulagement. « Un quoi ? C'est comme ça qu'on l'appelle chez moi. »« Ah, nous on dit kokoum. » Le groupe fit démarrer un feu, se restaura de baies délicieuses qu'Azam était allé cueillir en forêt, puis il sortit de sa besace les morceaux de la carte que ces maudits Animoikis avaient tenté de détruire. « Elle est illisible, » gémit Léa. « Ne t'en fais pas, » intervint Azam. « Stégus pourra réparer ça sans problème. »« Regarde !» sourit Seth. Il étala les bouts de carte au sol, comme un puzzle, et le Zorg se mit à baver abondamment dessus. « Burk !» pensa Léa. Cependant, la salive du loup-dragon sécha instantanément en offrant la même fonction qu'une colle solide et translucide. La carte était réparée. « Ça fonctionne aussi pour les blessures », expliqua Seth. « Ça peut être pratique pendant une bataille », admit-elle. Le groupe profita ensuite d'un repos bien mérité. Léa fit des rêves étranges, où se mêlaient les merveilles de Silgud et les crocs fétides des Vertirouques. Puis la voix qu'elle avait entendue dans la cité cristalline
revint l'apaiser et l'emplir de courage. « Repose-toi sur tes compagnons, Léa. Ils sont là pour t'aider à accomplir ta destinée. Tout comme toi, tu les aideras à accomplir la leur. » Ensuite, elle vit Seth rajeunir jusqu'à redevenir un bébé, et aussi sa mère, qui s'amusait à créer de petits animaux courants et sautillants à l'aide de flammes qu'elle maintenait en suspension au-dessus de ses mains. Au petit matin, Léa raconta ce qu'elle avait vécu pendant la nuit. « C'était peut-être rien, mes rêves sont toujours complètement loufoques. »« Je ne crois pas, » opposa Stégus. « J'ai déjà entendu parler d'un peuple du feu. » Léa répéta tout haut ce qu'elle venait d'entendre du Zorg. Mais Seth secoua la tête d'un air peiné. Sa mère faisait partie des très nombreuses victimes de Wargok, et il en savait peu à son sujet, son père ayant été trop accablé par sa perte pour lui en parler. « Elle t'a laissé le feu en héritage », le réconforta Azam d'une main sur l'épaule. Le maître des airs conta alors l'histoire du peuple de feu, décimé près de 30 décanéras plus tôt par Wargok, qui voyait en eux des rivaux de premier ordre, seuls capables de se mettre en travers de sa route. Les rares survivants au massacre, comme la mère de Seth, si on en croyait le songe de Léa, s'étaient exilés et cachés avant de succomber au Milvus. Était-ce la raison pour laquelle Seth était devenu patrouilleur ? Se demanda Léa. Il semblait tout autant soulagé d'en savoir plus sur ses origines que triste de l'apprendre de cette manière. Sans un mot, il commença à rassembler leurs affaires et distribua des morceaux de pain en guise de déjeuner, avant d'ouvrir la marche. Léa n'enviait pas Azam. Être du ciel, marcher ne lui était pas naturel, mais il s'y efforçait pour se mettre au niveau de ses compagnons d'aventure. Toutefois, de temps à autre, n'y tenant plus, il étendait les immenses membranes translucides qui lui servaient d'ailes et volait, pas très haut au-dessus d'eux et sur une courte distance, afin sûrement de soulager les articulations de ses jambes. Lorsqu'il se déployait ainsi et que sa peau sombre luisait aux deux soleils, Léa le trouvait magnifique. « Ça sent la mer !» s'exclama-t-elle soudain avec une joie mêlée d'angoisse. La forteresse Arcaros était nichée au creux d'une vallée, à la pointe d'un immense bras de mer. La gorge de Léa se serra davantage. Et si, finalement, son père n'avait pas survécu ? Leur carte faisait état d'une porte dérobée au-dessus de la mer, servant au sans-nom pour se débarrasser des corps des prisonniers qui succombaient aux conditions abominables de détention. « Léa, écoute-moi bien », déclara Azam d'un air solennel. « À Arcaros, il n'y a pas que des Milvus et des sans-noms pour garder la forteresse. Il y a aussi de redoutables archers sur le chemin de ronde. Leurs flèches empoisonnées peuvent atteindre des cibles plus loin que nos yeux sont capables de voir. Heureusement, compléta Seth, leur vue n'est perçante qu'en deçà d'une certaine luminosité. Nous atteindrons la forteresse au zénith de Thor et Lyr, le moment le plus propice pour nous y infiltrer sans être repérés. Il existe aussi des Phexos, reprit Azam. Quoi ? Ils existent pour de vrai ? L'interrompit le patrouilleur d'un air catastrophé, ce qui n'était pas pour rassurer Léa. Ils existent pour de vrai, répéta le maître de l'air, cette fois sur un ton affirmatif. Attendez les garçons, qu'est-ce que c'est un un Phexos, reprit doctement Azam. À partir de là, expliqua-t-il en désignant la taille, et jusqu'à la tête, ils ressemblent beaucoup aux humains, à part que leurs yeux sont bien plus gros, leur crâne aussi, mais leur bouche très petite, sans lèvres, et ils n'ont pas de cheveux. Azam marqua une courte pause dramatique, accentuée par un soupir dépité de Seth, qui se rendait compte que les légendes disaient vrai. « Mais en dessous ?» osa questionner Léa. En dessous, ils ont 4 pattes qui se terminent par des crochets, faits dans une sorte de corne tellement solide qu'elle est réputée impossible à briser. Ils s'en vont au marché noir pour en faire des armes, compléta Seth. Mais j'ai toujours cru que c'était une arnaque. J'avais peut-être tort. Léa prit le temps de digérer les informations qu'elle venait de recevoir, la peur de la veille augmentant d'un cran. S'il se faisait prendre,
Ils pouvaient difficilement espérer en réchapper vivants. Elle eut le temps de ressasser tous les scénarios possibles à mesure de leur progression. Plus l'odeur de la mer s'amplifiait, plus le paysage changeait de manière radicale. L'abondante végétation laissait place à un paysage volcanique, désert et désolé. Le territoire des pierres portait bien son nom. La jeune femme se dit que Wargok avait judicieusement choisi l'emplacement de sa forteresse. En l'absence de forêt, les troupes ennemies pouvaient être repérées de loin et l'accès à la mer facilitait le ravitaillement de sa cité mortifère. « Halte !» claironna Azam avec solennité. « Il est temps de nous parer de façon à passer inaperçu. » Le maître de l'air sortit de sa besace des morceaux de charbon rangés dans une boîte en bois. Seth et Léa s'en enduisirent les bras et le visage, et elle en frotta également son corsage blanc. Les écailles bigarrées de la tête de Stégus subirent le même traitement. Ainsi couvert de suie, la troupe se fondait à merveille dans l'environnement noir du territoire des pierres. Azam, qui portait une tunique couleur crème, se contenta d'ôter celle-ci. Sa peau naturellement ébène était en ces lieux le meilleur des camouflages. Léa en eut honte, mais elle ne put s'empêcher, une seconde, d'admirer le torse parfaitement sculpté du jeune homme. « Cette fois, plus question de reculer !» déclara-t-elle après avoir pris une grande inspiration. Les 4 amis progressèrent prudemment jusqu'à la mer, en contournant largement la forteresse de manière à éviter les sentinelles. Léa ne pouvait réprimer des sueurs froides. La forteresse était colossale. Faite de la même roche volcanique noire que le petit groupe avait foulée tout le matin, ses plus hautes tours percées de meurtrières terminaient en pic dépassant l'altitude de la tour Eiffel. Lorsque les soleils furent à leur zénith, les amis avaient atteint le rivage sans se faire repérer, un premier succès. 1 km les séparait de la porte dérobée, distance qu'ils se mirent à parcourir à la nage. Azam, une fois encore avantagé grâce à ses membranes, soutint Stégus durant une bonne partie de la traversée, car même s'il savait nager, le Zorg s'épuisait très vite. La forteresse, côté mer, n'était pas protégée. L'orgueil de Wargok l'avait rendu trop confiant. Il était persuadé que personne n'oserait se rendre de son plein gré dans Arcaros. Il fallait être fou pour chercher à pénétrer dans ce lieu maudit. Le cœur battant la chamade, ils atteignirent le mur de soutènement après un long effort. La porte était visible de loin, seule découpe dans une muraille lisse et vertigineuse. Grâce à la luminosité très intense, les archers ne les avaient pas repérés. Le plan se déroulait pour l'instant à la perfection. Dans le respect de celui-ci, Azam prit son envol depuis les flots jusqu'à la porte, à 3 ou 4 hauteurs d'hommes au-dessus de la mer. Elle n'était, comme espéré, pas verrouillée. Le maître de l'air hissa ses 3 compagnons, un à un, jusqu'au passage. Léa avait mémorisé la carte presque par cœur. La porte servant à évacuer les cadavres se trouvait logiquement non loin des geôles, et sitôt que leurs pupilles se furent habituées à l'obscurité, ils empruntèrent un premier boyau. Le sang battait si fort dans les tempes de la jeune femme qu'elle se demandait si elle allait perdre connaissance. « Allez !» se remua-t-elle intérieurement. « Ce n'est pas le moment de flancher. »« C'est par là !» murmura Seth, qui avait pris la tête en se rendant compte de l'émotion grandissante de sa jeune amie. Encore un virage, et Léa connaîtrait la vérité. 3 larges grilles voûtées apparurent au couloir suivant. Derrière, de pauvres âmes s'entassaient, accablées. Le spectacle d'un humain ayant perdu tout espoir était absolument abominable. Léa était pétrifiée, mais elle réussit à se reprendre. « Papa » osa-t-elle, d'abord doucement. Puis une seconde fois, un peu plus fort. « C'est moi, c'est Léa. Est-ce que tu es là ?»« Laissez-moi en paix, foutue hallucination !» se mit à sangloter un homme affreusement décharné. Sa barbe et ses cheveux longs étaient sales et emmêlés.
Il était vêtu de haillons sous lesquels de maigres os saillaient. Léa éclata en sanglots. « Papa, c'est vraiment moi !» s'exclama-t-elle. Elle était sur le point de s'effondrer, mais elle tint bon. Lorsqu'il s'aperçut que les autres prisonniers regardaient dans la même direction, lui offrant la preuve qu'il ne rêvait pas éveillé, le marin se releva, chancela jusqu'à la grille et fondit en larmes quand sa main se posa sur la joue de sa fille chérie. « Ma fille, mon bébé, ma fille !» répétait-il en boucle, le front collé contre la clavicule de Léa. Le visage de cette dernière était baigné de larmes. À travers la grille, elle avait pu passer ses bras pour les enrouler autour des épaules squelettiques de son père. « C'est moi, papa, c'est moi. Je t'ai retrouvé. On va rentrer à la maison. » Leur laissant le temps dont ils avaient besoin, Seth, les yeux humides d'émotion, s'activait à faire fondre les gonds de la grille grâce à son don du feu. Depuis que Shaul le lui avait révélé, il s'était un peu entraîné. En cet instant, le cœur du jeune homme était gonflé de sentiments contradictoires mais puissants, lui donnant la force de mener sa tâche à bien, rapidement, pendant que Stégus et Azam montaient la garde. Lorsqu'il eut fini, il invita les prisonniers à sortir de leur affreuse geôle. Ils n'étaient pas beaucoup plus d'une 50aine. « Par Thor et Lyre !» songea le patrouilleur. Des centaines et des centaines de villageois avaient pourtant été enlevés depuis que Wargok avait pris le pouvoir. Tant d'âmes avaient péri. Au passage du flot de prisonniers, Léa et Mick émergèrent de leur bulle, et il la rejoignit dans le couloir. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et s'étreignirent un long moment avant que la jeune fille reprenne la parole et fasse les présentations. « Papa, voici Seth, Azam, et lui, c'est Stégus. » Les yeux du prisonnier s'arrondirent de peur à la vue de l'énorme bête étrange. « Il est très gentil », le rassura sa fille, en illustrant son assertion d'une caresse sur la tête du Zorg. « Que fais-tu ici, Léa ?» questionna enfin, sur un ton consterné mais plus posé, le père de la jeune femme. « Que t'est-il arrivé ?»« Je déteste devoir vous bousculer, » coupa Azam. « Mais nous devons décamper, et le plus vite sera le mieux. »« Je t'expliquerai tout quand nous serons loin d'ici, » appuya Léa. « J'ai conscience que ce sera une épreuve pour les prisonniers les plus faibles, » reprit Azam. « Mais nous devrions vraiment rebrousser chemin et nous échapper par là où nous sommes venus. Je crois, les Animoïkis, » déclama-t-il en défiant Léa du regard. La fierté de celle-ci se réveilla instantanément. Elle n'avait pas oublié le fiasco de sa déclaration à Seth. Elle n'avait aucune confiance en ces maudits chats. « Je ne mettrai pas ces personnes en danger, » affirma-t-elle fermement. « Ils sont trop faibles pour nager. Nous devons suivre le plan et regagner les roches noires par l'entrée sud de la forteresse. Je suis l'élu et tu as juré de me suivre. » « Je rejoins Azam, Léa. Désolé, tenta Stégus. En théorie, aucune créature n'est censée arpenter le couloir de droite à cette heure-ci. Mais souhaites-tu vraiment prendre le risque ? Par la porte dérobée, au moins nous sommes sûrs de notre coup. »« Le risque, c'est la mer, » le coupa Léa à voix haute. « Ma décision est prise. Nous passons par l'escalier. Je suis l'élu, » répéta-t-elle sous le regard médusé de son père à bout de force. Résignés, les compagnons la suivirent. Seul Seth semblait de son avis. Les prisonniers, impressionnés par l'assurance dont Léa faisait preuve, et ayant entendu le terme « élu », ne songèrent pas une seconde à discuter ses injonctions. Ce fut à ce moment qu'une sirène affreusement stridente, d'une puissance sonore gigantesque, retentit dans toute la forteresse, manquant de crever les tympans de Léa. « Saint Mathurin, patron des marins, viens-nous en aide !» murmura-t-elle d'une voix blanche, emplie de terreur. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Nothomb, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaud-Bachet, Laurent Feuz,
Nicolas Feuz, Calicus. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.